Accepté mon invitation. Et ma première question serait tout simplement de te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. C'est difficile de définir la personne que je suis, mais disons que pour me définir en tant qu'humain dans nos sociétés, mon travail, je m'appelle Steven Le Yarrick, je suis aventurier professionnel et je traverse des univers plus ou moins hostiles, le plus souvent avec mon vélo, mais aussi à pied. Et voilà, et j'ai plusieurs records du monde et plusieurs réussites, et j'ai changé plusieurs fois de vie, et ça m'a amené à faire des choix vraiment stratégiques et qui me permettent aujourd'hui de me dire que je suis un peu plus heureux que quand j'étais un peu plus jeune. Voilà. Et du coup, le nom du podcast, c'est Aerakura, la force du mental. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu, Aerakura, c'est la déesse de l'épanouissement. Il y a une phrase qu'elle dit qui est « Tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas ». J'aimerais savoir si cette phrase te parle et si oui, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Bah, ça m'évoque que je suis très impatient dans ma grande patience, et qu'on n'est jamais assez patient, on n'est jamais assez doux avec soi-même. Voilà, on me dit toujours que je suis dur avec moi-même et dur avec les autres. Et je pars du principe qu'on a qu'une vie dans ce corps-là, et j'essaie d'avoir la meilleure vie possible. Du coup, comme cette déesse, je vais au bout des choses. Je me bats, j'essaie de réaliser mes rêves dans un certain apaisement, et tout ça dans une espèce de patience impatiente, parce que je suis toujours dans le truc quand même de j'ai envie d'être meilleur, quoi. Que ce soit mentalement, physiquement, psychologiquement, spirituellement, humainement, et c'est pas facile, parce que tous les jours, je me remets vraiment beaucoup en question. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu as toujours eu ce mindset-là quand tu étais enfant, adolescent? J'aimerais un peu savoir aussi comment tu as vécu ces deux périodes-là de ta vie. Ouais, j'ai toujours été un peu compétiteur, j'ai toujours été un peu égocentré, j'ai toujours été un peu à croire que j'allais être le meilleur, à croire que même j'étais le meilleur, à croire que j'avais envie d'être le plus beau, le plus intelligent, pas avoir de défauts. J'ai longtemps cru que j'allais faire des très, très, très grandes choses dans le sport de haut niveau, tel qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire les Jeux olympiques, le Tour de France, qui était mon rêve absolu en tant que cycliste. Et voilà, donc ouais, j'ai beaucoup galéré, en fait, parce que j'avais ça dans la tête, et quand on est comme ça, on est très vite frustré, ou plus ou moins vite, mais en tous les cas, on arrive très vite à un moment où il faut faire des choix. Donc j'ai fait des choix, je vivais dans le 93, je suis breton, mais j'ai été élevé dans le 93, où je me bagarrais beaucoup, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les autres, problèmes avec le système scolaire tel qu'il est fait, avec cette espèce de passion pour, ouais, je sais pas comment dire, mais en fait, il y avait un espèce de rejet du 9-3 à l'époque où je suis né, c'est-à-dire 86. Donc on va dire dans les années 86, il y avait déjà il y a une espèce de frontière autour du 93 et des banlieues parisiennes en général. Et j'ai toujours eu cette sensation d'être jamais à ma place, en fait. Donc quand j'étais en Bretagne, j'étais un Parisien ou un gars du 9-3. Quand j'étais dans le 9-3, j'étais un blanc. Quand je suis au Maroc, je suis un Français. Quand je vais au Népal, je pense que le seul endroit dans le monde où on me juge pas pour ma condition d'homme et mes origines, c'est sans doute quand je suis au Népal ou au Tibet. Mais ouais, j'ai toujours eu ces combats, en fait. Et du coup, ça a formé un espèce de gars qui est toujours en colère, quoi. Qui est toujours en colère, qui a toujours la rage, qui a toujours envie de faire mieux, qui a toujours envie de faire des trucs, en fait. Et d'être un petit peu unique. Et ça, je pense que c'est propre à tous les gens qui en ont chié un peu quand ils étaient plus jeunes.
On a tous envie d'être unique, tous envie d'être aimés, tous envie d'avoir de l'amour. Le seul truc, c'est que quand tu as de l'amour énormément quand tu es petit, finalement, tu sais, quand ça arrive, quand tu es grand, tu te dis, bah, c'est là, quoi. Mais en fait, quand t'en as chié, quand t'es petit, tu as un énorme besoin d'amour, énorme besoin de reconnaissance, énorme besoin d'affection. Et donc, tu vas le chercher par diverses choses, dont moi, ça a été le sport de haut niveau. Après, ça a été d'autres choses où j'ai repris des études et j'ai fait plein de trucs. Mais ouais, j'ai toujours eu ce truc-là, ouais. Toujours un peu la rage de faire, quoi. Et justement, pour rebondir sur la scolarité, qu'est-ce qui était compliqué pour toi avec le système scolaire? Bah, je pense que je suis surdoué dans des trucs et complètement sous-doué dans plein d'autres. Et on n'a jamais reconnu mes qualités pour ce qu'elles étaient. Et j'ai uniquement eu ce retour-là dans le sport de haut niveau et après dans les études supérieures que j'ai fait en communication, notamment marketing, etc. et d'autres choses. Et dans le travail aussi, parce que j'ai pu créer des choses. En fait, j'étais hyper créatif, j'allais hyper vite, je pouvais créer des choses assez vite. J'écrivais très bien, même très, très jeune. C'est pas du tout de l'arrogance, c'est qu'il y a d'autres choses où je pense qu'en mathématiques, j'ai dû avoir 0,5 sur 20, tu vois? Donc, des trucs, je pense que j'étais plus nul que le plus nul des nuls, mais il y a des trucs où j'étais très, très bon. Et en fait, à l'école, bah, les trucs où j'étais bon, ça n'avait aucun intérêt. Donc, le sport, ah si, le français, c'est un peu cool. Histoire, oui, OK, c'est super, tu connais l'histoire de France, un peu du monde. Après la géographie, c'est sympa, donc aujourd'hui, ça m'a permis de m'ouvrir à plein de choses, éducation sociale, machin et puis plein d'autres trucs comme ça, tu vois? Mais le reste, bah, si tu es nul en 5 trucs qui sont super importants pour, le système scolaire actuel, bah, tu es mort, quoi. Tu vois? On te met dans une case et on te dit, ah bah toi, tu vas faire un bac pro. Toi, tu vas faire STT. Enfin, à l'époque, c'était STT. Toi, tu vas faire ci. Et en fait, on te catalogue dans un truc, alors que, et puis des gens comme moi, il y en a des, des millions, quoi. Alors qu'on a plein de qualités, on a plein de choses. On est vraiment un peuple de créatifs, d'artistes, de gens qui sont vraiment, vraiment excellent dans plein de choses, tu vois? Notamment dans la création, mais plus généralement, là, je parle de la création, d'événements. Par exemple, là, les JO, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, tu vois? C'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire. C'est quand même pas beaucoup de gens qui se sont mis à bosser. Enfin, on peut dire que c'est beaucoup de gens, mais en réalité, par rapport à Los Angeles, ça fait pas beaucoup de gens, je pense ou par rapport à Pékin ou à Rio et on a fait un truc, mais plus grand que ces gens-là, que ces nations-là qui sont des pays qui sont plus grands que les nôtres et plus puissants que les nôtres, aujourd'hui financièrement et on est capable de tout ça, tu vois? Et ça, j'ai réussi après à en faire quelque chose dans mon travail, en montant des boîtes, en faisant rêver les gens, en faisant des documentaires, en créant des trucs, tu vois? Donc ces frustrations de jeunesse, c'était pas si mal finalement, puisque après cette frustration, j'en ai fait des forces. Mais aujourd'hui, ouais, enfin, je pense que tu as 12 ans, tu dis: «Bah non, j'ai envie d'être réalisateur de documentaires ou je veux faire des films». Je pense qu'on te regarde à l'école, ou si tu dis: «Je veux être peintre», la personne, elle te regarde, je pense que tu passes un sale quart d'heure, quoi. Même aujourd'hui en 2024, quoi. Donc ouais, le système éducatif français, il est compliqué, tu vois? Et notamment sur le sport, tu vois ce qui se passe aux États-Unis, on parle des médailles, oui, c'est la plus grande puissance du monde et cetera, mais attention, tous les athlètes pratiquement étaient en université américaine avec des bourses d'études et cetera, donc ils sont en sport-études, ils ont 12 ans, tu vois? Nous, le sport-études, ça commence à 16-18, et puis après, voilà, quoi. Bref, donc voilà, j'ai fait des trucs j'ai galéré pas mal à l'école et puis après j'ai repris des études à 24 piges et puis j'ai passé un master et voilà et j'ai appris d'autres choses mais ouais, quand tu es à l'école, quand tu es môme, tu te fais un peu chier, quoi. J'ai l'impression que tout le monde se fait un peu chier, en fait. Mais tu vois, ça rejoint un peu le fait que j'ai l'impression que la société, elle veut nous mettre un peu dans un moule où
tu dois réussir, enfin, tu dois être comme tout le monde à l'école, tu dois avoir la moyenne, tu dois être bon dans toutes les matières importantes et les matières, comme tu disais, plus créatives ou le sport, bah, ça a peut-être beaucoup moins d'importance. Imaginons, tu réussis que ces matières-là et pas les autres, pas les maths, pas les sciences, etc. On va dire, bah, enfin, tu vas finir, t'as pas d'avenir, clairement. Mm. Ensuite, on te dit que tu dois faire des études. Si tu fais pas d'études, bah, c'est peut-être mal vu. Ensuite, tu dois te marier, tu dois faire des gosses, tu dois acheter une maison, tu dois travailler pour gagner de l'argent, pour gagner et avoir ta retraite. Un peu tout ça. Et si tu fais pas ça, j'ai l'impression que si tu sors de ça, bah, c'est comme si la société allait être rejetée, tu allais être mal perçu par plein de gens. Tu penses quoi de tout ce truc-là? Ah ouais, t'es rejeté de toute manière, t'es décalé, mais en fait, je m'aperçois de ça aujourd'hui, ça va être encore dur ce que je vais dire, mais en fait, j'ai remarqué que les gens qui étaient forts à l'école quand j'étais à l'école, qui étaient forts en scolaire, on va dire, c'est des gens avec qui je me fais vraiment chier, tu vois, dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai créé mes boîtes, j'ai monté des projets, c'est pour ça. Parce que ces gens-là, c'est rarement des gens hyper drôles. Tu vois, c'est des gens qui sont restés toujours un peu dans leur truc, un peu carrés dans l'axe, un peu à respecter les règles, un peu à pas répondre, pas trop rebelle. Moi, j'ai toujours été un peu pirate, un peu machin, un peu piquant, et c'est pas bien certainement, mais tu vois, ça, tu vois, aujourd'hui, on admire tous les sportifs, tous les humoristes, ces classes-là qui sont des gens aujourd'hui qui gagnent de l'argent, qui gagnent beaucoup plus d'argent que des gens qui ont super bien réussi à l'école, tu vois. Évidemment, tu fais une école de commerce et tout ça, tu vas réussir une école de com, une école de machin, une école d'art, une école d'ingénieur, quand tu fais des études de très haut niveau. Mais tu es dans un moule depuis la maternelle, en fait, tu vois. La maternelle, après, tu fais l'école primaire, tout le monde a à peu près le même cursus. Après, si tu as eu la chance d'avoir une famille un peu éveillée, ils t'ont pris un peu à part et tu as été soit élevé par une nounou, soit des profs à part, soit à l'école à la maison, tu vois. Puis après, tu vas primaire. Donc, primaire, là, tu apprends à lire, écrire, machin. Et puis après, c'est parti, quoi. Collège, là, je suis allé tous les jours. Lycée, et là, faut passer le bac, quoi. Et là, tu vois que la marche, elle est encore plus haute. Et là, tu te dis, mais en fait, je suis pas du tout fait pour ça. Alors, tout le monde te fait comprendre que tu es un peu à part, tu es un peu barjot, et si tu réussis pas, tu es nul à chier. Et en fait, comme tout le monde se fait ce truc-là, bah, ceux qui sont pas très bons à l'école, on les rejette. Mais même moi, personnellement, je me rappelle avoir rejeté des gens et qui aujourd'hui ont cette frustration de ouais, j'aurais dû travailler à l'école, tu vois. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais mec, en fait, même aujourd'hui, tu peux repartir de zéro, tu peux refaire plein de trucs, et même si tu viens du 9-3, du j'en sais rien, moi, du 63, de ce que tu veux, mec, tu repars de zéro et tu te dis, OK, from scratch, je suis capable de ça, je sais faire ça, 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 ça. Quand j'embauche quelqu'un, par exemple, quand je fais travailler quelqu'un, même un stagiaire, je lui dis, je m'en fous de tes études. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu sais pas faire, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre et dans quoi vraiment, vraiment tu serais super motivé de travailler. Parce que quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, il mettra tout en œuvre. Alors ça commence toujours sur ouais, ben moi j'aime beaucoup tes aventures. Oh là là, mais oui, c'est ok. T'aimes beaucoup mes aventures, mais ça suffit pas. Il me faut autre chose. C'est quoi? T'es qui? Tu fais quoi? Tu vois. Donc les gens, je les presse au début du truc, mais t'es qui en fait? T'es qui? Tu veux quoi? Pourquoi tu viens vers moi? Tu vois? Parce que j'estime que les gens, ils ont le droit d'être heureux quand ils travaillent. Ils ont le droit de faire des choses qui ont du sens pour eux. Ils ont le droit de faire des choses qui les épanouissent. Moi, je préfère quelqu'un qui travaille 4 heures, 5 heures dans la journée à bloc et qui après va faire 5 heures de vélo, 5 heures de marche, 5 heures de ce qu'il veut, être avec sa copine, son copain, je m'en fous. Mais quelqu'un qui est à fond, tu vois, qui est motivé, qui est passionné, que quelqu'un qui ne fout rien parce qu'il est fatigué par son travail, fatigué par son quotidien, fatigué par, tu vois, ah, non, putain, et puis je dois rentrer à la maison, je dois faire à manger, fatigué par la vie, en fait, tu vois. Et nous, j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup de gens frustrés, de gens malheureux, de gens qui font la gueule parce qu'on les presse depuis tout petit et qui se rendent compte à la fin de la fin, c'est-à-dire à 30 ans, 35 ans, on va dire, où normalement tu as un travail, tu es un peu stable. Ah putain, mais en fait, c'était pas ça que je voulais, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, tu as un copain, une copine ou une femme, voilà, des enfants, une voiture, et en fait, tu te rends compte que tu as un château autour de toi, mais finalement, c'était pas trop ça que tu voulais au départ. Tu avais des rêves, et des fois, ça crée des gens un peu frustrés.
Mais c'est bien, c'est les gens qui viennent sur mes épreuves et qui changent de vie après. Donc voilà, mais non, je vais loin dans ma réflexion, mais c'est beaucoup ce que je remarque et ce que je dis aux gens, c'est toujours la même chose. C'est tu peux toujours, toujours, toujours redémarrer à zéro. Et tous les jours, tu vois, hier, j'étais dans mon bain, j'étais en train de me dire ça, mais on fait quoi, tu vois, Steven? On fait quoi demain, quoi? Tu vois, là, je prépare l'UTMB, je me dis, mais on va faire quoi? Tu vois, on va faire quoi tous les deux, toi et moi? Parce que je suis toujours à part entre, il y a l'espèce d'athlète, il y a celui qui a des rêves, et il y a surtout le petit enfant qui a encore envie de faire des trucs, tu vois? Et je me dis, bon, on fait quoi tous les trois, en fait? Parce qu'en fait, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de stabilité, mais en même temps, j'ai quand même envie de réaliser encore quelques rêves. Et ça, tu vois, faut l'intégrer, essayer de le structurer pour que ça en faire quelque chose qui me met pas dans la rue. Parce que c'est déjà arrivé que j'étais à la limite, tu vois, où je mettais tout sur mes rêves, tout sur mes croyances, sur mes trucs de vie, en fait, et mon argent et tout ça, tu vois. Quand je suis parti au Népal la première fois, j'avais plus rien, j'avais tout perdu, j'ai tout donné et je voulais plus rien. Mais quand tu es comme ça, en fait, c'est là que tu as le plus la rage, le plus envie et le plus de rêves. Quand tu commences à gagner ta vie, à être stable et tout, tu as moins tu moins la foi que j'avais quand il y a 2 3 ans, tu vois? Et des fois, j'ai envie de rien avoir, tu vois? Voilà, longue tirade, désolé. Mais parce que c'est comme si, tu peux rien perdre et donc tu pas le choix de te Ouais, battre. ouais, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Tu vois? Là, j'avais envie d'acheter une maison soit au Népal, soit au Maroc et un petit appartement, je sais pas, dans les montagnes en France, parce que je voulais juste me dire, «Ça, c'est chez moi», tu vois? Ça, c'est chez moi et c'était la première fois de ma vie où je me disais: «Ça, c'est chez moi». Tu vois, là, ça fait 2 mois que je suis en altitude et je me sens un petit peu chez moi. Je me dis: «Bon, bah, voilà, tu prends tes chaussures, tu vas courir dans la montagne, tu vois une marmotte et la vie, elle est cool». C'est une vie d'adolescente, c'est ce que j'aimais en tant qu'athlète, tu vois? Mais j'ai tellement cette passion de transmettre, tu vois, que j'ai, quand j'organise les épreuves que j'organise, les Gravelman là, que ça, je suis accro à ça et ça, je le lâcherai pas d'une manière ou d'une autre. Peut-être je prendrai du recul à un moment, peut-être que je le laisserai, vivre différemment, géré par des gens, j'en sais rien, peut-être à échelle de 3 5 10 ans, j'en sais rien, mais je serai là d'une manière ou d'une autre, tu vois? Parce que ça, c'est vraiment bon et ça, je sais que ça change un peu la vie des gens. C'est arrogant de dire ça, mais c'est tellement la vérité. Parce que je sais, j'ai des expériences avec des gens multiples et variés, des gens de tous les milieux socio-professionnels, de tous les âges, qui ont changé de vie avant, pendant ou après des épreuves d'ultra-endurance, que ce soit à vélo, à pied ou n'importe quoi, tu vois? Donc voilà, le voyage en général change et surtout un voyage qui te fait, douter de toi et te remettre en question profondément, tu vois? Et le vélo permet ça, je trouve. En fait, j'ai l'impression aussi qu'on nous a toujours appris que son travail, c'est un travail et c'est pas une passion. Comme si ta passion, c'était ton travail, comme si c'était pas normal et que le travail devrait pas spécialement être à 100% un plaisir. Ouais, c'est pas je sais pas si c'est ça, mais c'est surtout, ça dépend ce que tu appelles passion, en fait. Parce que tu vois, la passion, par exemple, dans la spiritualité bouddhiste, hindouiste, tu vois, c'est négatif, là. La passion, c'est passion. C'est rouge, ça brûle, en fait, la passion. Donc la passion dans le travail, c'est difficile pour un entrepreneur de dire, la passion, parce que la passion, à un moment, ça brûle et ça explose et voilà et j'ai vu beaucoup ça. J'ai passé un peu de temps dans le milieu de la publicité notamment où il fallait que ça brûle, il fallait que ça explose pour créer des choses, des concepts, des trucs, des slogans, machin et je suis comme ça. Le seul truc, c'est que quand tu es comme ça, trop passionné et tout ça, à un moment, ça explose. À un moment, c'est dur. À un moment, tu brûles. Tu vois, tu écartes un peu les murs et c'est difficile. Moi, je prendrais plutôt le truc de l'envie, en fait, tu vois? L'envie d'avoir envie tous les jours d'aller au travail, tu vois? L'envie de découvrir, un projet, l'envie de créer quelque chose, l'envie de faire mûrir des idées et cetera. Parce que la passion, oui, on a la passion, c'est le plus gros truc et et pour moi,
moi, j'ai eu souvent ce mot de rage parce que ce qui me tient souvent, c'est ça, en fait, c'est la rage, que ce soit sur mes courses, sur mes aventures, sur mes épreuves, la rage de vivre, la rage de vaincre, la rage de réussir quelque chose, tu vois? Parce que la réussite, ça veut rien dire. Pour un moine bouddhiste, la réussite, c'est l'apaisement, c'est la réalisation dans l'apaisement, tu vois? D'être juste heureux, tu vois? Ça, c'est la réussite d'un moine bouddhiste et ça devrait être la réussite de tout le monde, en fait, la réussite d'être heureux. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, différents types de réussite, c'est-à-dire réussite sociale, réussite financière, réussite sportive, et quand tu commences à gagner de l'argent avec un de ces 3 trucs, bah, ouais, tu commences à être passionné par ce que tu fais parce que tu te dis: «Ça a du sens» et cetera. Et c'est ça qui est difficile quand tu es sportif de haut niveau, où tu prends des pains dans la gueule tous les jours, et c'est ce qui arrive aussi à des gens dans le travail, c'est qu'ils peuvent avoir les passions, ils peuvent avoir de la passion, ils peuvent avoir de l'envie, mais quand tu es pas bon ou quand tu es pas au bon endroit, et tu y arrives pas, en fait, tu vois? Et c'est ça qui m'est arrivé dans le monde du travail, c'est ça qui m'est arrivé d'aller à l'école, mais comme plein de gens. Moi, je suis un exemple microscopique parmi des millions de gens qui sont malheureux au travail, tu vois? Parce qu'ils me disent: «Putain, putain, demain, c'est lundi, quoi». Mais en fait, moi, aujourd'hui, c'est un mal aussi dans nos sociétés. Je sais pas quel jour on est, tu vois? Tu vois, aujourd'hui, on est mardi. Je regarde ma montre à chaque fois pour savoir quel jour on est, parce que je ne sais jamais quel jour on est, tu vois? Je sais rarement quel jour on est dans ma vie, et ça, je l'ai appris au Népal, à me dire, je sais pas quelle heure il est, je sais pas quel jour on est, tu vois? Parce que, quand j'étais en monastère, quand tu regardais le soleil et tu savais qu'il allait se coucher et que tu avais vécu une journée extraordinaire, tu vois? Mais savoir quel jour on était, tu vois, j'ai un peu décroché de ça, quoi. Je suis allé loin encore, mais c'est très bien. C'est fou de se dire ça, tu vois, que tu arrives à ne pas savoir, à te détacher du jour de la semaine dans notre société, tu vois. Ouais, mais j'en ai besoin, ça me sauve, et en fait, ça m'angoisse, et j'ai des difficiles relations avec les gens. Même avec les gens avec qui je travaille, dès qu'on me pose une question, je prends ça pour une agression, et notamment sur le temps. Tu reviens à quelle heure, tu vois? Tu reviens à quelle heure? Moi, c'est une question normale, mais moi, quelqu'un qui me dit: «Tu reviens à quelle heure?», je prends ça comme une agression. Parce que ça veut dire, en fait, c'est timé, ça veut dire que moi, j'exige que tu rentres à cette heure-là, ou bien je veux savoir à quelle heure tu rentres, ou bien tu rentres quel jour, ou tu vas mettre combien de jours. Et tu penses que tu vois, hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question: «Tu le sens comment l'UTMB?», et j'ai pas de réponse à ça, tu vois? Parce que c'est des trucs, je sais pas. Je fais le maximum, tu vois? Juste, et pour rentrer pour rentrer, à quelle heure je vais rentrer? Bah, je vais faire le maximum, tu vois? Évidemment, si je dis: «Je rentre dans 5 heures», j'essaie de rentrer 5 heures. Mais quand j'étais coureur, c'était un gros problème, c'était qu'on me disait d'aller faire 3 ou 4 heures, et j'allais faire 6 ou 7 heures, tu vois? Parce que dans le plaisir, et je me disais: «Putain, ouah, attends, je vais quand même grimper ce col et tout». Et et j'ai ça aujourd'hui, c'est ma grande force dans l'ultra, c'est que j'ai toujours ce truc d'aller plus loin, tu vois? D'aller plus loin dans le jour, dans la nuit, parce que je sais que je vais apprendre un truc, je vais découvrir un truc. Et la ligne d'arrivée, elle est fixe, mais je ne sais pas à quelle heure je vais dormir. Les gens, ils me disent: «C'est quoi ton protocole? C'est quoi ton process? C'est quoi ton truc?» J'en sais rien, quoi, tu vois? Et je finirai avec, j'ai vu une kiné il y a 7 jours, Magali, je l'ai rencontrée là, je l'appelle: «Non, je ferme le cabinet, je pars en vacances». Il était genre 18h30, et je lui dis: «Ah putain, je me sens à moitié blessé à la cheville». «OK, tu es véhiculé, je suis à 1,5 km, tu viens me voir tout de suite». Je vais la voir, et elle s'occupe de ma cheville et tout ça, et pour finir le rendez-vous, je lui dis: «Bah, en fait, moi, je sens qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et tout». Et elle me dit: «C'est très bien, Steven, mais en fait, quand tu sens quelque chose, il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu te fasses confiance de tout ce que tu fais après tout ce que tu as fait». Et tu vois, qu'elle me dise ça, je trouvais ça incroyablement vrai, parce qu'en fait, notre problème français, hein, c'est très français, c'est un déficit de confiance, en fait. De confiance entre les uns et les autres, et de confiance, du coup, personnelle. Parce qu'on se fait jamais confiance. Tu vois, le truc de: «Tu vas rentrer à quelle heure? Ça va durer combien de jours? Ça va être quoi ton chrono? Ça va être quoi ton truc?» Tu vois? C'est des rendez-vous avec toi-même pour mettre de la confiance. Alors que, ouais, je serai là vers 14 heures, ou tu vois? C'est dur
c'est dur de dire ça, mais les gens se font vraiment pas confiance, tu vois. Mais même dans l'intime, tu vois. Et c'est pour ça que je m'écarte beaucoup des gens, tu vois. Ça fait 1 mois et demi presque que je suis tout seul là. Et, et même mon coach, tu vois, il m'a encore envoyé un truc il y a 2 jours. Et il me dit, si je te dis 2 heures, c'est 2 heures. Et je dis, bah ouais, ouais. Et non, il me dit, c'est oui, c'est pas ouais, ouais. Bah, parce qu'il sait très bien que je suis capable d'aller faire 5 heures de vélo, tu vois. Et ouais. Et du coup, tu vois, je trouve ça beau, c'est pur et ça m'apporte plein de choses. Mais tu vois, aujourd'hui, j'avais 2 heures à faire, j'ai fait 1h20 et il y a quand même un gars sur mon Strava qui m'a écrit: «Mais pourquoi t'es pas allé tout en haut de la montagne?» Mais j'avais pas envie en fait. J'avais juste pas envie parce que je pense qu'il y a un com en haut, tu vois? Mais moi, je m'en fous du com, je m'en fous du truc, tu vois? Ça m'amuse, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai passé un bon moment, c'était juste ce qu'il me fallait pour aujourd'hui et puis voilà, mais donc dans une société, je serais insupportable. Dans une boîte, je pense que je suis hyper, productif, hyper, productiviste même, hyper créatif. Mais dès que tu essaies de me mettre dans une boîte, je suis mort. Voilà. C'est Mmh. pour ça que j'ai monté mes boîtes, quoi. Et tu vois, dans le podcast, je pars dans tous les sens aussi comme ça. Mais c'est ça la vie, en fait, tu vois? Et le truc, c'est que les gens, quand ils sont dans l'intime avec des gens comme moi ou comme nous, parce qu'on est des millions de gens comme ça, c'est hyper difficile. En fait, tu veux ça, tu veux découvrir ce mec-là, l'aventurier, le machin, le gars libre, mais dès que tu te rends compte qu'il est vraiment comme ça, waouh! Alors, c'est plutôt tu rentres à quelle heure, tu vois? C'est fixer les limites du truc pour pas que ça entrave dans l'équilibre des autres, tu vois? C'est ouais, c'est drôle. Mais après, quand je rencontre des gens comme moi, ça me fait beaucoup rire et notamment chez les athlètes, il y en a énormément. Parce que dès qu'ils décrochent de leur plan d'entraînement ou de leur truc, bah, ils ont l'aiguille dans le rouge et ils s'en tapent total, tu vois? Mmh. Donc voilà, mais non, c'est intéressant comme sujet. Mais tu vois, tu parles beaucoup du Népal. Je sais que tu as fait, de la méditation silencieuse 20 jours. J'aimerais savoir ce que ça t'a procuré sur le moment même, donc durant ces 20 jours et par après. Qu'est-ce que ça a pu changer sur, je sais pas, ta vision de la vie, ta vision sur certaines choses, ta vision sur toi-même? Bah, ça m'a permis de simplifier tout ce que je viens de te dire, entre autres choses, et de me dire que rien n'est grave. Voilà, en simplifiant tout. Et en plus précisément, faire Vipassana, les méditations silencieuses que j'ai fait 2 fois 10 jours. À chaque fois, ça a été très dur. Je pense que c'est parmi les choses les plus dures que j'ai pu faire dans ma vie. Rester entre 10 et 13 heures, assis à méditer et puis le reste du temps, tu médites aussi parce que, bah, tu as que ça à faire. Tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'écrire, tu n'as pas le droit de faire de sport, tu n'as pas le droit de marcher trop vite, tu n'as pas le droit de manger en dehors des repas qui sont au nombre de 2 par jour et le soir, c'est un jus de citron pressé. Hem, En fait, ça permet de revenir à toi ou juste de voir qui tu es, qui tu peux être et qui, tu as envie d'être et de nettoyer toutes les merdes qui sont arrivées dans ton corps et dans ton esprit, depuis que tu es né, quoi. Donc et même avant ta naissance, des fois. Du coup, des programmes, beh, tu vois, en fait, tous les jours, en ce moment, je me dis que je devrais en refaire parce que je sais que je dois me renettoyer. Je sais que là, je suis de nouveau en colère des fois. Je suis de nouveau tendu, je suis de nouveau stressé, je suis de nouveau, avec des moments de solitude, tu vois? Parce que je cherche. Mais en fait, quand tu fais Vipassana, rien n'est grave, rien n'est grave. Sur le moment, rien n'existe et juste après, rien n'existe non plus, mais rien n'est grave. Sauf tes essentiels, c'est-à-dire les gens que tu aimes, les choses qui te passionnent et le financier, demain. En fait, tout ce qui compte, c'est le présent. Alors, c'est très facile à dire parce que c'est la grande mode, vivre le moment présent, mais je connais pas grand monde dans nos sociétés capitalistes qui vit le moment présent. Vraiment, même si les gens s'improvisent yogi ou prof de sport ou machin, en disant je vis le moment présent, personne ne vit le moment présent. Très rares sont ceux qui vivent le moment présent. Les
personnes que je vois que je vois vraiment proche du moment présent, c'est souvent les piliers de bar qui à 10h du matin sont en train de se mettre une grosse quille, ou à 3h du matin quand tout le monde est en boîte de nuit ou en soirée, complètement explosé en train de se dire on n'a qu'une vie, tu vois. Là, les gens vivent le moment présent. Mais sinon, on est tous humains occidentaux dans un j'ai fait quoi hier et je vais faire quoi dans 1 heure ou je vais faire quoi demain, tu vois. Et même quand tu fais Vipassana, ce qui est dur, c'est de se dire que ça dure 10 jours. Et il faut pas y penser. Parce qu'au bout de 3 jours, tout le monde craque, même les plus forts. Et souvent, les plus forts physiquement, c'est ceux qui craquent le plus vite. Tu vois, il y avait un gros molosse belge, je me souviens, qui faisait presque 2 mètres, qui s'explosait le cul, le dos, les jambes. Tous les jours, sur le tapis, il n'arrivait plus à rester en place, tu vois, parce que tu as un espace qui est limité à, je crois, je ne sais plus combien c'est, mais c'est genre 90 cm autour de toi, pour pas embêter les autres. Mais tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de t'exprimer, tu n'as pas le droit de pleurer non plus, enfin, pas visiblement. Et bah, tu dois juste aller chercher à l'intérieur, quoi. Et te concentrer sur ta respiration, sur toi. Et c'est dur de se regarder dans un miroir tous les jours. Et tu entends un maître spirituel entre 7 et 10 fois par jour qui te parle. Et tu as le droit de parler à ce maître spirituel 1 fois par jour. Et voilà, et lui exprimer ce que tu ressens. Tu as le droit à 1 ou 2 questions. Et voilà. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a nettoyé. Ça a nettoyé mes doutes, mes craintes, mes peurs, qui existent toujours. Elles sont un peu plus petites. Et ça m'a permis de nouveau croire que j'étais une bonne personne, que je pouvais être bien, que je pouvais être sain, que je pouvais être fort, que je pouvais être intelligent, que je pouvais être bienveillant, que je pouvais être le meilleur de moi-même si je le voulais vraiment, et que j'avais besoin de rien en fait dans la vie. Et ça, c'est tellement dur, tellement lourd. Parce que ce que je dis là, ça peut paraître comme des lieux communs, mais si tu reprends tout ce que je viens de dire, tu te le répètes, tu te l'écris, et tu l'écris sur une feuille comme ça, tout ce que je viens de dire, et tu remarques en face si oui ou non tu as réussi à faire ça. Et je te dirais que 99% des gens vont te dire non. Parce que c'est trop dur. Parce que c'est trop dur, parce que tu as toujours quelqu'un qui va te remettre en question, qui va toujours te faire douter, que ce soit de ta famille, ta copine, ton copain. Tu as toujours des moments où tu doutes, tu as toujours des moments où la barre elle est plus haute que tu le crois. Tu as toujours des moments où tu vas te rater, où tu vas loser, que ce soit au travail, professionnellement, sentimentalement, où tu vas t'engueuler avec des gens qui ne te comprennent pas et que tu ne comprends pas non plus. Et c'est dur. C'est dur de vivre avec des gens, des humains. Limite, les animaux, c'est plus simple, tu vois. Tu vois, le chien ou le chat, il te regarde comme ça. Ouais, toi aussi, tu penses ça, mais tu sais pas vraiment ce qu'il pense, mais au moins, il parle pas, tu vois. Alors qu'un humain, il peut t'envoyer un truc dans la gueule, mais même si c'est insipide, au premier abord, ça peut te faire tellement mal parce que soit il touche dans le mille ou soit il est vraiment à côté de la plaque, tu vois, et tu trouves ça injuste. Donc ça m'a permis d'enlever ces trucs-là qui reviennent souvent. Voilà, en ce moment, j'ai plein de doutes parce que je prépare un truc et je me remets en question et je prends des risques avec moi-même parce que tu vois, je suis pas coureur à pied. On m'a mis dans une boîte de coureur ultra endurance à vélo et j'essaie de sortir un peu de cette boîte et du coup, des fois je me fais mal, des fois je doute, des fois je suis trop gros, des fois je suis voilà. Et c'est sûr que quand tu revois des gens, tu vois, quand je redescends d'altitude, je croise des gens, la première chose qu'ils me disent, 90%, c'est ah, tu te mets à courir, alors que j'ai déjà fait des ultra trails qui durent entre 170 et 350 km. Mais et la personne a fait de la marche pendant 15 bornes en montagne, mais tu peux rien dire, quoi. Parce qu'elle te voit comme le mec qui fait des aventures à vélo, donc tu es un gars qui est un aventurier avec un vélo. Et voilà, quoi. La Vipassana, ça te permet de nettoyer, en fait. De nettoyer. Et quand je suis revenu en Occident, j'avais l'impression d'être le Dalai Lama, quoi. Parce que je me disais, ouais, parce qu'en fait, le Dalai Lama,
c'est l'être illuminé, tu vois? Et j'avais l'impression d'être vraiment illuminé par rapport à ce que je voyais autour de moi. Tu vois, je prenais les transports, je marchais 20 kilomètres par jour quand je suis revenu, comme moi je faisais au Népal, en fait. Et tout me paraissait plus beau, plus lumineux que ça l'est certainement. Mais c'était ma vision qui avait changé, tu vois? Ma vision des choses. Et en restant longtemps à Paris, en restant longtemps avec des gens gris, je suis redevenu gris, tu vois? À me faire taper dessus par des gens, mentalement, enfin, avec des mauvais mots et tout ça, à les écouter, tu vois? Et bah, des fois, j'y crois. Des fois, quand on me dit des mauvaises choses, bah, je les prends de plein fouet et encore aujourd'hui, tu vois? J'ai 38 ans et j'arrive à me dire, «Ils ont peut-être un peu raison». Parce que j'ai été dur dans ma vie. J'ai été méchant, j'ai été maladroit et je suis cinglant. Donc je sais qu'il y a des moments, je suis nul, mais des fois, je dis des vérités et ça plaît pas toujours. Donc c'est sûr que quand on m'en renvoie dans la gueule pour me faire du mal, des fois ça me bouscule, quoi. Et par exemple, si tu m'avais dit ces vérités après Vipassana, j'aurais juste souri et j'aurais dit: «OK, Mmh. merci». Ouais, j'aurais juste dit: «Merci», quoi. Parce que c'est ce qu'on t'apprend dans Vipassana, c'est accepter que la personne soit tellement malheureuse qu'elle ne peut pas faire autre chose que critiquer la personne que tu es ou quelque chose ou quelqu'un et que ce soit la violence physique, verbale, elle arrive de là, quoi. Elle arrive du malheur individuel. Donc ouais, Vipassana, ça nettoie. C'est un grand Karcher du corps et de l'esprit. Et tu dirais que à l'heure actuelle, tu as confiance en toi? Hem, En fait, c'est dur à dire parce que, en fait, j'ai un mental hyper spécial. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai fait 2 courses de prépa et et elles m'ont fait presque perdre confiance en moi parce que je me suis dit: «En fait, je suis pas prêt» et en fait, c'est pas que je suis pas prêt, c'est que personne sait ce que j'ai envie de faire vraiment sur cette UTMB. Personne sait comment je me vois vraiment et comment je me perçois et comment je suis capable de devenir. Sauf que moi, je le vois et quand je le vois, je le crois et quand je le crois, bah, je fonce et je travaille dur et j'y arrive souvent. Ou parfois, parce que souvent je me suis loupé et voilà et j'ai fermé ma gueule. Sauf que dans mes aventures, je suis tout seul, il y a pas de chrono, je peux prendre 15 000 pains par jour, c'est-à-dire des moments extrêmement difficiles, mais je les gère moi-même. Sauf que dans un UTMB, c'est hyper court, c'est un sprint pour moi, hein, c'est entre 24 et 30 heures. Heu, Ça va très vite, tu vois? Moi, mes aventures, elles durent entre 10 et 50 jours. Donc reprendre confiance en soi, pour revenir à ça, dans une aventure de 10-15 jours, comme une traversée des États-Unis qui dure 14 jours, tous les jours, tu perds confiance en toi et 2 heures après, tu as le sourire et tu dis: «Putain, je pense que je suis extraordinaire» et en fait, ça t'apprend ces 14 jours ou ces 15 jours ou comme l'Himalaya, c'est la finish line qui te permet de te dire: «J'ai confiance en moi parce que je l'ai fait». Mais en réalité, tous les jours, j'ai des moments de up and down et à un moment, je me dis: «Ah putain mec, tu arrives à faire des trucs, je croyais pas que tu allais le faire» et je me dis ça à moi-même, tu vois? Et l'UTMB là, par exemple, ça me fait perdre confiance en moi et je sais que ça va me faire prendre encore plus confiance en moi parce que je vais réussir ce que j'ai envie de faire, parce que je vais aller au bout, parce que je vais me battre et parce que j'aurai appris plein de choses. Et peut-être que pendant un jour, je serai hyper en colère après ma course, hyper triste, hyper machin ou hyper heureux. Mais j'aurais appris des choses et ça va me faire un up encore dans la confiance. Parce que, aller au bout des choses, ça te fait toujours progresser mentalement. Donc oui, j'ai confiance, tu vois? J'ai beaucoup plus confiance. Le truc, c'est que comme plein de choses que j'ai maîtrisées, que j'ai commencé à maîtriser, tu vois? Dans le vélo et tout ça, bah, tu te perfectionnises. Je prends mon exemple, mais ça peut être l'exemple de tout le monde. Tu te perfectionnises dans ce que tu fais et quand tu te professionnalises, perfectionnes, hop, tu cours ou tu roules ou tu fais autre chose avec des gens qui sont meilleurs que toi et du coup, ton niveau, il augmente, mais tu le vois pas nécessairement puisque tu es toujours avec des gens meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est sûr que quand je vais m'entraîner avec des gens avec qui je m'entraînais il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois et qui m'ont vu un peu moins fort
et qui me disent, ou il y a 2 ans, et qui me disent: «Ah ouais, t'as progressé quand même», ou bien: «Ah ouais, t'as maigri, ah ouais, bah, ça me fait un peu prendre confiance en moi, tu vois? Mais au fond de moi, je sais que ce que je veux, c'est faire le maximum et après on voit. Mais pour l'instant, je suis fier de moi parce que j'ai fait la préparation que je voulais. Je te prends cet exemple de l'UTMB, ça pourrait être autre chose, mais la différence, c'est que c'est un sprint et une épreuve de 14 jours, tu peux toujours voir venir. Évidemment, il faut être prêt quand tu traverses, le Colorado, tu passes à 3 500 mètres, il fait 40 degrés, je caricature pas du tout, c'est la vérité et ça dure 3 jours. Si tu es pas prêt et que tu as un gros sac, évidemment, tu vas en chier plus que si tu étais, à 50 kilos et c'est ce qui m'arrive. Mais en même temps, j'ai la puissance et je me dis que demain, ça va aller mieux, tu vois? Et il y a des nuits où c'était horrible, tu vois, sur plein d'aventures et le lendemain, c'était mieux et cetera. Un UTMB, je sais que je vais avoir un départ difficile. Je sais que jusqu'au kilomètre, 50, 70, peut-être 100, je vais me dire: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là?» et à un moment, je pense que ça va s'ouvrir. Si je fais une course comme je veux, ça va s'ouvrir et puis voilà. Donc j'ai cette confiance-là et le travail permet la confiance, donc j'ai beaucoup travaillé. Mmh. Mais tu vois, tu as fait plein d'aventures. Par exemple, tu fais Paris-Dakar, donc 5 600 kilomètres en 20 jours, donc c'est du 280 kilomètres par jour. Tu fais Northscape, Mmh. 450 bornes par jour pendant 10 jours. Ouais. Comment, c'est quoi le secret pour arriver à tenir? Parce que d'office, à un moment, tu as beau te préparer autant que tu veux, mentalement, à un moment donné, c'est compliqué. Enfin, physiquement, mentalement, en termes de sommeil, je sais pas si tu fais 450 bornes par jour, j'ai l'impression que tes nuits, c'est pas des nuits de 10 12 heures. Donc, comment tu arrives à gérer tout ça? Parce que en plus, si je me trompe pas, tu es assez seul. Donc, tu Mmh. es vraiment seul face à toi-même. Tu as peut-être personne pour te dire vas-y, continue ou pour te pousser. Comment on arrive à gérer tout ça? La première chose, c'est que je suis pas tout seul. La première chose, c'est que j'ai des réseaux sociaux et j'ai toujours l'impression que je suis jamais tout seul. J'ai toujours l'impression que même si j'ai une personne, c'est déjà incroyable. Mais tu vois, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. En tout cas, à mon niveau, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de gens qui me suivent. Tu vois, quand tu as 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui sont derrière toi, tu as l'impression que c'est quand même pas mal, tu vois. Donc, je suis pas seul. 2, Paris-Dakar, c'est pas la même chose que Northscape. Paris-Dakar, je suis tout seul, je pars de Paris, du Trocadéro et je me dis: «Je vais jusqu'à Dakar avec, ma bite et mon couteau» et c'était un peu ça, tu vois? Les movie makers, ils viennent, 2 jours, 2 jours et demi, au Maroc et ils me laissent, au pire de l'aventure. C'est-à-dire, au moment où je pars vraiment dans le Sahara occidental ou Sahara marocain, désolé mes amis marocains. Hem, mais là, j'étais seul. Là, j'étais seul parce que souvent ça captait pas et mon sentiment de douleur était tellement immense et intense, parce que je me suis fait une vraiment grosse tendinite aux 2 genoux, où je me suis dit, «Mais tu trop con, en fait». Parce que j'ai entamé ce projet en étant à moitié prêt. J'étais prêt à 60 65 en me disant: «Tu vas aller jusqu'à Dakar en vélo et ça va te préparer pour la suite». Et la vérité, c'est que ça m'a détruit parce que tu es pas préparé à faire 300, tu vois? Là, tu parles de 280, mais j'ai fait des journées à 400 bornes par jour. Quand tu as pas l'habitude, tu vois? J'ai reçu mon vélo, 5 ou 7 jours avant le départ en me disant: «Ouais, ça va aller», comme un teubé. Bah, genre, j'ai mouru, quoi. Tous les jours, c'était dur, c'était très dur, c'était trop dur même parce que, j'étais pas prêt vraiment pour ça. Je croyais que j'allais gérer, que j'allais et en fait, c'était plus dur que ce que je pensais et en fait, à chaque fois, c'était plus dur que ce que je pensais. Rarement, c'était moins dur, tu vois? Northscape, la Tour Divide, traverser les États-Unis ou le Kyrgyzstan, la Silk Road ou l'Atlas Mountain Race, tu vois? Tous ces courses, j'ai fait, bah, 4e, 4e, 1 Race Cross France, je fais 1er, Race Cross Belgium 1er, enfin, il y en a d'autres, mais l'important, c'est comment tu fais 450 kilomètres par jour. Moi, je sais que je suis capable de rouler entre 20 et 22 heures par jour, voire 24, mais pas sur 10 jours. À partir de ce moment-là, ça te laisse 2 heures. Donc 1 heure pour dormir, 1 heure pour faire toutes tes conneries, c'est-à-dire, faire pipi, faire caca, manger,
boire et respirer un peu, t'allonger dans l'herbe, réfléchir, te poser. Tu sais, ça va très vite en fait. Tu te poses, tu fais pipi, c'est 3-4 minutes. Tu vois. C'est rien, mais c'est énorme en même temps. Moi, 4 minutes, c'est déjà des victoires sur des courses. Tu vois, il y a des courses, Race Across Belgium, 1000 km. Si j'avais perdu 4 minutes à des moments, je n'aurais pas gagné la course. Tu vois, j'ai déjà fait plus de 700 km en 24 heures. Mais le truc de Northscape, c'est tu as un point de départ, un point d'arrivée et comment tu gères les trucs. Tu as des frontières à traverser, ok, et tu dois faire plus de 400 km par jour. Et moi, en fait, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir une balise, en fait. C'est d'avoir, des gens qui me suivent, deux, d'avoir un tracker. Donc, ça veut dire que je suis dans une compétition, ou en tous les cas, dans une épreuve où il y a un départ et une arrivée, et me dire, mais si ces mecs-là, ils y arrivent, je dois y arriver. Enfin, ils arrivent à faire 400 bandes par jour, pourquoi j'y arriverais pas? Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup, il y en avait entre 3 et 5 qui allaient plus vite que moi. Bah, je dis, je vais dormir moins. Donc, la première nuit, j'ai dormi 1 heure et quart. Et je suis remonté je pense, j'étais 25e à 3e. Et le quatrième, il me double, tu vois, au lever du soleil, machin. Il me rattrape, il me double, ok. Et puis après, je réfléchis, mais je dis, mais celui qui est devant, il n'a pas dormi depuis 72 heures, le gars. Et je dis, lui, il va trop loin. Je pense qu'il est en train de se suicider sportivement. Là. 2 jours après, je le rattrape dans une station-service. Il me dit, putain, mec, je sais plus où j'en suis. Il était en dépression, mais vraiment, il pleurait. Il ne savait même plus comment il s'appelait, quoi. Donc moi, je savais qu'il fallait pas que je fasse comme lui. Donc j'ai continué mon protocole. Je roulais entre 20 et 22 heures par jour. Et le reste du temps, je dormais, je buvais du café et je bouffais à mort. Tu vois, j'ai acheté plein de trucs. J'anticipais mes besoins en bouffe, j'essayais de dormir au chaud quand je dormais. Et sinon, je dormais presque pas. Tu vois, je dormais 1 heure, 45 minutes. Et quand je dormais au chaud, c'était pour me laver, me nettoyer, laver mes affaires et me dire j'ai peut-être perdu du temps, mais c'est du temps de gagner pour la suite. Tu vois. Donc, tu vois, ta journée elle dure 24 heures. C'est juste qu'il faut les utiliser consciemment, intelligemment. Et puis voilà. Une tour divide, tu sais qu'il faut dormir plus, ça dure 14 jours. Donc en moyenne, les gens, ils dorment entre 2 et 4 heures par nuit, les meilleurs. Mais souvent, les meilleurs, et maintenant, ils dorment 3-4 heures, tu vois. Mais au départ, première nuit, ça dort pas, et puis après, ça enchaîne un peu. Tu vois, les conditions climatiques, il suffit qu'elles changent, il suffit qu'il y ait de la neige, bah, tu t'arrêtes, tu dors. Tout est comme ça, en fait, tu vois. C'est pas perdre de temps, et puis en même temps, si tu te dis, putain, il pleut, là, à mon avis, ils vont tous s'arrêter, bah, je vais pousser toute la nuit. Ou il fait 45 degrés, bah, là, je vais pousser, à mon avis, ils vont s'arrêter faire une sieste, tu vois. Mais ça roule de plus en plus vite, les gens sont de plus en plus forts. Et surtout, ces aventures, elles m'ont quand même un peu abîmé. Et tu es toujours dans une guerre avec toi-même et où tu vas loin. Alors, c'est un jeu, j'en rigole et tout ça. Mais des fois, je pousse un peu trop, tu vois, comme là au Chili, ma dernière aventure au Chili, où j'ai fait plus de 4000 km dans le désert d'Atacama, où là, bah, j'ai ressenti, comme dans l'Himalaya, que j'allais trop loin, que j'étais proche de ma finitude, tu vois. Et là, ça fait peur parce que tu te dis, mais Steven, t'es pas là non plus pour rester mort dans le désert, donc tu vas réfléchir différemment et puis prendre le temps et on va réfléchir, aller moins vite. Voilà, c'est pas bien grave de perdre une journée, c'est pas bien grave de faire ci, de faire ça, tu vois. Donc voilà, mais ouais, je sais pas. Il y a un levier profond que je répète, c'est la rage au fond de moi. C'est le truc de s'ils y arrivent, je dois y arriver. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave et il y a toujours quelque chose d'incroyable derrière la montagne, derrière la nuit, tu vois, derrière quelque chose. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de faire une première nuit blanche, puis une deuxième, puis une troisième, tu vois. Je suis un peu accro, comme beaucoup de junkies, à quelque chose, tu vois, à aller chercher un truc. Et ça, ouais, quand tu es un peu junkie de l'apprentissage, c'est trop bien, mais des fois, ça fait peur, quoi, parce que quand tu commences à faire 2 nuits blanches, je peux te dire, tu n'as aucune lucidité à être dehors sur un VTT en plein milieu des États-Unis avec des grizzlies ou des ours. Au lieu d'en voir 2 par nuit, tu en vois 70 parce que tu crois qu'il y en a partout et en fait, il n'y en a pas, quoi. Bref,
C'est ça l'aventure. Et du coup, qu'est-ce que tu recherches en faisant ces aventures? Parce que Bah, tu es moi, chaque fois t'es chaque fois dans le repoussement, tu veux chaque fois aller titiller tes limites. Ça me vient à une autre question. Est-ce que l'être humain a des limites? je sais pas si l'être humain a des limites. Je pense pas quand il travaille, quand il va chercher, il travaille qualitativement ou en tous les cas aussi quantitativement. Mais je sais pas ce que je vais chercher, mais je vais chercher l'autre, certainement. Je vais chercher moi. Je vais chercher la meilleure version de moi-même. Je vais chercher ma confiance. Je vais chercher le respect des autres, des fois. Je vais chercher l'amour. Je vais chercher beaucoup, 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 encore une fois, de rencontres, qu'elles soient animales, qu'elles soient humaines, qu'elles soient aussi avec, tu vois, des univers. Tu arrives dans des univers comme au Népal, dans des lacs de montagne, tu arrives dans des forêts incroyables, tu arrives dans la savane où j'ai roulé avec des girafes. Enfin, tu es tout petit dans ce monde. Et c'est ça que je vais chercher, c'est il y a quoi derrière cette montagne, tu vois? Il y a quoi derrière cette montagne? Et aussi ce jeu de quand je suis en course, est-ce qu'ils sont plus forts que moi, ces gars-là, tu vois? J'ai mes armes, j'ai mon physique, j'ai mon mental. Est-ce que j'ai mes stratégies ou mes croyances de stratégie? Et est-ce qu'ils sont plus forts que moi, tu vois? Et j'ai cette capacité à supporter la pression et à me dire, ouais, c'est un jeu, on va pousser un peu, quoi, tu vois? Et pousser, 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 pousser. À un moment, ouah, soit tu exploses, soit c'est un adversaire qui explose et puis voilà, quoi. Donc je vais chercher cette limite pour me dire: «OK, bon ça y est, j'ai compris, j'ai pris ma claque» parce que, je suis un peu accro à l'adrénaline, je suis un peu accro à l'apprentissage comme j'ai dit et puis à la découverte. Donc, découverte des sensations, des émotions. Tu vois, quand tu roules la nuit la première fois ou quand tu roules sur des pistes, des nouveaux paysages que tu as jamais vus, des hautes routes de montagne comme j'en ai traversé ou des déserts, mais tu as une excitation qui est incroyable, tu vois? Donc c'est ça que je vais chercher, c'est ça qui me bouleverse en fait. Le fond du fond, c'est ça. Sur ma dernière course, la Transbalkane que je gagne là, ma maman, elle m'a dit un truc incroyable. Elle m'a dit: «N'oublie pas de profiter, des paysages» et en fait, j'étais devenu tellement con dans la course à me dire, «C'est la race et tout ça» et en fait, elle m'a remis dedans, elle m'a remis dans le truc, mais c'est vrai, c'est tellement vrai, en fait. Et c'est tombé à un moment où il y avait un coucher du soleil exceptionnel et je me suis dit: «Putain, elle a tellement raison, c'est tellement ça, en fait». C'est tellement ça que je vais chercher originellement, parce que quand je choisis une course, tu vois, on propose des fois des courses sur des circuits et tout ça pendant 24 heures. J'ai pas envie, les amis, j'ai pas envie, je vous promets. C'est cool et tout, mais j'ai pas envie de tourner dans une zone industrielle ou j'en sais rien. Circuit de 5 kilomètres, c'est l'enfer, tu vois? Bien sûr, tu repousses tes limites, tes trucs, mais je m'en fous de ça. Ce que j'aime, c'est traverser un il y a une montagne là que je vois, il y a un col qui est à 3 800 mètres et tu crois que je peux vraiment passer en vélo? Et quand j'étais tout petit, je sais que j'aurais eu très peur de le passer, tu vois? Et plus la vie avance, plus je me dis que c'est possible, évidemment. Mais ce col-là, on le passe dans la course ou dans mon aventure. Et c'est ça que je vais chercher. C'est ma confiance de: «Ah ouais, putain, j'ai traversé ce col et j'ai traversé ce truc» et ça te rend à moitié des fois invincible et incompréhensible aussi des gens parce que tu as vécu tellement des fois de trucs que tu as l'impression que tu pas compris, quoi, tu vois? Des fois, quand je reviens d'aventure, c'est beaucoup ça. Après là, tu vois, ça fait 2 mois que je suis là, j'ai les pieds sur terre, mais des fois, je suis un peu, azimuté, quoi. Quand tu dors pas pendant 14 jours, je peux te dire, tu arrives à l'aéroport, il y a plus rien qui a de sens, quoi. Mais Mais, toutes ces aventures, tu vois, tu en as beaucoup que tu fais seul, tu as beaucoup de moments où tu es seul avec toi-même. C'est quoi mmh toi ta relation avec la solitude? bah, elle est horrible. Je déteste être seul à la base. Je déteste, mais comme plein d'êtres humains, on est un être, un animal social, l'être humain et j'aime pas être seul à la base. J'aime pas aller m'entraîner seul, tu vois? Demain, j'ai une sortie de 30 bornes que je vais faire seul, mais j'aurais aimé avoir 2 copains là, tu vois? Mais
la vie, elle est comme ça. Je suis tout seul, donc je vais la faire. J'ai accepté, tu vois. J'ai fait Vipassana, j'ai fait des aventures, j'ai fait 2-3 trucs dans ma vie qui me permettent de dire que ça va être OK. Mais quand j'étais petit, c'est ça qui est la différence entre les meilleurs du monde aussi et les gens comme moi, tu vois, parce que dans ma discipline, je suis un des meilleurs de ma discipline, mais je fais ni du judo, ni du foot, ni de l'athlétisme. Je parle pas du trail, je parle du demi-fond ou machin, tu vois. Moi, il y a personne qui m'attend, tu vois. Donc, au fond, c'est pas grave si je fais 28 bornes, 32 bornes, machin. Donc, je vais faire ma sortie, je vais m'amuser, je vais découvrir des trucs. Ça va être incroyable. Et cette solitude, je vais pas vraiment la sentir parce que je vais être dans la nature. Mais quand je suis dans un endroit horrible où je dois aller faire 10 bornes tout seul, bah, je n'ai aucune envie. Tu vois, par exemple, quand je suis à Paris, j'ai vraiment du mal à aller m'entraîner tout seul, tu vois. Je le fais, hein, parfois, mais de moins en moins. Mais quand je suis ici, c'est plus facile, ou quand je suis dans un nouvel univers pour moi, c'est plus facile. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'être entouré, plus envie d'être avec des gens. Mais ce qui est dur, c'est des gens qui te comprennent. En fait, le truc de la solitude aussi, pourquoi je passe du temps tout seul, c'est que j'ai eu tellement de conflits dans ma vie et je supporte tellement pas le conflit qu'au bout d'un moment, je me dis, je préfère être tout seul. Parce que si je suis un sale con, si je suis pas assez bien, si je suis trop dur, si je m'entraîne trop, si je suis machin, si tu sais pas à quelle heure je rentre, si tu sais pas quel jour je rentre, et ben ok, bah c'est pas la peine, tu vois. Parce que, parce que je suis libre et je veux des gens libres autour de moi. Et c'est trop dur, tu vois, pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début de ce podcast. Donc ouais, c'est pas facile la solitude, mais après si elle est, tu vois, et puis je vais préparer une course, il y a ça aussi. Je vais préparer une course où c'est cool hein, d'être dorloté. Ah, tu veux que je t'aide, tu veux que je sois là. Ma maman, elle a toujours été comme ça, tu vois. Mais en réalité, je rejetais ça parce que le vélo, c'est dur. La course à pied, c'est dur, tu vois. Sur l'UTMB, au kilomètre 112 ou 152, quand je vais être tout seul au pied des bordels, là, je vais faire quoi? Je vais appeler ma mère et je vais pleurer. Bah non. Donc, il va falloir être solide, il va falloir. Donc, il faut passer par ces moments aussi seuls. Il faut passer par ces moments de souffrance pour apprécier les moments où tu as des gens autour de toi, tu vois. Et apprécier encore plus d'ailleurs. Est-ce que tu penses pas aussi qu'on a besoin d'être bien seul pour être bien avec les autres? Et que peut-être certaines personnes ont tout le temps besoin d'être avec des gens, mais est-ce que ça cache pas un mal-être entre guillemets intérieur? Ah, mais ça, c'est sûr. Mais c'est ça, les gens se détestent en fait. Du coup, ils vont toujours vers des gens qui vont leur dire oui, qui vont leur dire mais t'es beau, t'es belle, ouah, t'es la plus belle, putain, mais t'es incroyable, t'as bonne mine aujourd'hui. Putain, et en fait, moi, ça, je le supporte plus. Je m'en fous en fait. Quand quelqu'un me dit que t'es beau, je m'en fous. Ça me fait rien. Tu vois, je préfère aller faire 5 heures à pied avec quelqu'un ou faire une balade ou être avec un chien et me balader avec quelqu'un et oh putain, t'as vu comment il saute dans l'eau, machin, ou aller jouer ou aller boire un coup ou des trucs simples plutôt que d'être tout le temps dans le fake, tu vois, ou dans le social, le small talk. Je déteste ça. Tu vois, putain, t'as vu, demain, il va pas faire beau. Putain, je déteste ça. Je ne peux pas, en fait. Tu vois, je supporte pas ça. Je supporte pas ça. Et j'ai jamais supporté ça. Et ça me rend vraiment insupportable. Parce que il y a que ça dans nos sociétés, notamment quand tu es à Paris et tout ça. Il y a que des gens qui, putain, c'est incroyable. T'as maigri, non? Bah non, j'ai grossi. Et, et des fois, il y a des gens, en fait, ils ont rien à me dire. Ils savent même pas qui je suis, ils savent même pas ce que je fais. Ah oui, d'accord, tu fais le Tour de France. Bah non, je fais pas le Tour de France. Ah ok, donc tu fais du vélo comme ça. Ouais, je fais du vélo comme ça. Mais tu vois, plutôt que d'avoir ça, je préfère être seul. Je préfère être seul parce que cette relation, cette discussion, elle a aucun intérêt, vraiment. J'ai pas envie en fait. Donc ouais, j'ai peu de gens autour de moi. Souvent, c'est des gens qui m'aiment, que j'aime, et basta, et c'est simple. Mais quand j'aime, j'aime profondément. Faut juste pas me trahir. Et quand j'aime pas, en fait, c'est même pas que j'aime pas, c'est dégage, en fait, tu vois. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Et je pense que t'as pas besoin du tout de moi. Si tu m'aimes pas, si tu me détestes même,
bah, dégage. Ça n'a aucun intérêt de perdre du temps, je trouve, dans la vie. Et oui, il faut être heureux tout seul. C'est pas facile d'être heureux. C'est pas facile d'être apaisé. C'est qu'une histoire de choix. C'est qu'une histoire d'apaisement. C'est qu'une histoire de vivre des choses, se réaliser et pas que oh là là, qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui. C'est sympa, tu vois, mais il y a tellement plus fort dans la life. Voilà. Mais oui, oui, si j'ai des enfants, je serai obligé de passer par là, je serai obligé de construire ces relations-là et ces choses-là. Mais il y a des fois, ça me fatigue juste d'être dans le paraître et pas dans l'être, tu vois. Et j'ai vécu longtemps dans des mondes où il y avait beaucoup de ça, quoi. Donc voilà, des fois, je suis un peu, même là, dans les mots, je me rends compte, on va encore me défoncer à dire il est trop dur, il s'entend, il s'écoute parler et tout, mais je pense profondément qu'il vaut mieux avoir un petit cercle de personnes autour de soi, choisies, qui nous apportent des choses et à qui on apporte des choses et qu'on fait grandir, qui nous font grandir, plutôt que des centaines de gens sans aucun intérêt et qui t'apportent finalement pas grand-chose parce qu'au bout du compte, tu vas tout seul. Tu vas finir tout seul. Voilà. Non, non, c'est sûr. Et justement, on parle de bonheur. Tu le définirais comment, toi? En fait, pour moi, c'est synonyme d'apaisement, mais c'est synonyme aussi de réalisation, c'est synonyme de plein de petits moments dans ton existence, dans ta journée. Voilà. J'ai des journées où c'est dur, j'ai des journées où je suis en pleurs, où il y a des gens qui me manquent, où je pense à des moments difficiles de ma vie. Mais j'ai toujours un moment où je me dis, en fait, il y a des fois où je pleure tellement que à un moment, j'ai plus de larmes et je me dis, mais en fait, je suis pas malheureux. Pourquoi tu pleures? Et en fait, ça aurait pu être ma maman ou mon papa qui m'aurait dit ça quand j'étais petit. Et je suis arrivé à ça aujourd'hui. C'est que des fois, dans course, je pleure et je montre ça. Et les gens, ils me disent, ouais, il fait que chialer. Mais non, parce qu'en fait, je vais tellement loin dans ce truc-là que je me rends compte que j'ai pas besoin de ça. Je suis pas malheureux. J'ai des moments exceptionnels de bonheur. Tu parlais de plaisir, tu parlais de passion. J'ai ça, j'ai cette passion, j'ai ce plaisir. Je suis accro à ça même. Mais j'ai essayé de lisser ça et me dire, Steven, prends le temps. Prends le temps de vivre. Prends le temps de tout. Tu vois, là, je me suis accordé 2 mois en altitude où, si, j'ai travaillé. Tous les jours, je travaille. Mais entre travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour et en travailler 18, c'est pas pareil, tu vois. Sauf qu'à un moment de ma vie, j'étais travaillomane. Quand je fais du vélo, par exemple, quand je fais mes ultras, je suis complètement travaillomane, tu vois. Parce que ça me rassure, parce que j'ai besoin de ça, parce que je vais au bout. Mais oui, il faut être heureux tout seul. Oui, par contre, il y a des gens qui peuvent te faire grandir, t'amener du bonheur intense. Dans le regard des gens, tu peux voir quelque chose de tellement exceptionnel et de tellement grand qui te font grandir. Tu vois, il y a plein de gens qui m'ont fait grandir, plein de mes participants qui m'ont fait grandir, plein de mes guides spirituels, plein des gens au Népal qui m'ont regardé et juste, ils souriaient et je me disais, mais c'est OK, quoi, tu vois. Et d'autres gens aussi qui m'ont fait des small talk, des compliments, des machins, mais la vérité, c'est que toi et toi-même qui peux décider de ton bonheur, de ton équilibre et des gens autour de toi. Et les gens qui régissent de c'est ça le bonheur, j'y crois pas. Moi, pour moi, le bonheur, c'est l'apaisement, la transmission, la réalisation. C'est mon truc à moi. Si je fais ça, je suis plutôt épanoui, tu vois. Mais évidemment, j'ai besoin d'échanges. Évidemment, j'ai besoin d'amour. Évidemment, j'ai besoin d'affection, donc je vais le chercher. Mais si tu n'as pas les trucs qui régissent ta vie et que tu es tout le temps dans avoir, mais même avoir de l'amour, avoir de l'affection, avoir de l'amour, donnez-moi, 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 comme le truc des réseaux sociaux, tu vois, où tu es dans le truc de ça. Est-ce qu'on m'aime toujours? Bah, c'est hyper dur la vie, tu vois. Parce que quand tu es accro à ça, c'est horrible. Parce que quand on as plus, bah, t'en veux encore. Mais le jour où il n'y en a vraiment plus, tu vois, j'ai vu tellement de gens tellement malheureux pendant le Covid, le confinement et tout ça. Alors que moi, c'était incroyable. Moi, j'étais tellement heureux. Parce que ma vie, elle n'avait pas changé, en fait. Juste, je m'entraînais plus. J'avais moins de mails qui arrivaient.
et plus de trucs du genre oui, Steven, évidemment, cet événement sera annulé, nous allons le reporter à fin mai ou je sais pas quoi. Mais ma vie n'avait pas changé en fait. Et je voyais tellement les gens perdus parce qu'ils pouvaient plus se retrouver, ce machin et tout. Mais bref. Chacun son truc, chacun sa définition, je pense. Et chacun sa manière de vivre. Mais je suis persuadé que l'animal social qu'on est, il a besoin des gens, évidemment. Il a besoin d'amour. Mais on l'a à l'intérieur de nous, au fond, et il faut se faire confiance et s'en donner, quoi. S'envoyer des messages positifs tous les jours et se dire que rien n'est grave. Ouais, c'est clair. Et dans tous les voyages, tu vois, tu parlais des gens, tu as fait énormément de rencontres. Est-ce que tu as peut-être, même si je me doute qu'il y en a plusieurs, mais peut-être une qui sort un peu du lot, une phrase ou peut-être des mots de personnes que tu as rencontrées qui t'ont peut-être un peu plus marqué et qui peut-être t'accompagnent encore aujourd'hui? J'ai eu plein de rencontres. Ça va du moine bouddhiste dans un monastère et de Mathieu Ricard, pareil en monastère, qui me dit plein de choses que je viens de répéter et d'évoquer ici. Ça va à des habitants de quartiers, enfin d'endroits très reculés, de régions très très reculées au Népal, jusqu'aux Maasai que j'ai rencontré en Tanzanie, jusqu'aux Himba que j'ai rencontré en Namibie et jusqu'au peuple que j'ai rencontré dans les Balkans, au Kyrgyzstan, mais aussi en France, partout. Et des gens qui m'ont surtout dit, en fait, merci, tu vois, juste, merci. Parce que c'est grâce à toi, parce que tu m'as dit que tout était possible. Et ces merci-là font autant de bien que ce que m'a dit Mathieu Ricard, ce que m'a dit un moine bouddhiste, ce que m'a dit un Maasai. Parce que j'ai l'impression, quand je change un tout petit peu la vie d'une personne, j'ai l'impression de faire du bien sur Terre, tu vois. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont critiqué, plein de gens qui m'ont donné des leçons de vie, plein de gens qui m'ont chié dessus, tu vois. Et c'est OK. Franchement, c'est OK. Parce que je peux être la pire personne du monde et la meilleure du monde. Le seul truc, c'est que je suis jamais dur, je suis jamais méchant sans raison. C'est jamais gratuit, tu vois, jamais. Et il y a toujours des raisons. Mais au fond du fond du fond, c'est l'humain, tu vois, qui te donne envie de faire des trucs. Donc voilà, c'est un gars comme toi qui me propose un podcast, c'est un autre. Parce que un podcast, c'est un travail spirituel et psychologique, tu vois. T'expliques des choses, tu vas chercher loin. Après, je peux te faire un numéro de claquetos à te dire, bah voilà, mon palmarès, c'est ça, 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 ça. Mais on s'en fout finalement, tu vois. Parce que au fond, si j'étais profondément malheureux, ça serait hyper dur de parler dans un podcast et de te raconter des choses qui au fond n'ont aucun intérêt parce que je serais pas aligné. Et le but de la vie, je pense, c'est ça, c'est d'être aligné. Donc voilà. Mais allez au bout, quoi. Allez au bout des choses. Faites des trucs, créez des choses. Allez au bout de plein de trucs, des trucs que vous imaginez même pas. Voilà. Des montagnes. Hier, j'ai rencontré encore un couple d'amis là, un garçon que j'avais rencontré à Paris dans des conditions qui n'avaient rien à voir avec là. Et là, je l'ai rencontré à La Rosière, à 1850 mètres. Et il a une copine américaine et je lui explique qu'on n'a pas le même état d'esprit que les Américains et tout ça. Et c'est drôle parce que elle me disait qu'elle avait fait une randonnée de, je sais pas, 6 km dans la journée et pour elle, c'était incroyable. Et tu vois, je trouvais ça hyper bien parce qu'elle avait aucune honte de me dire à moi, alors qu'un Français, il aurait dit tout de suite, ouais, bah en fait, c'est ridicule, je vais te dire ce que j'ai fait aujourd'hui, mais moi, j'ai fait 8 km. Mais je trouvais ça extraordinaire d'avoir fait 8 km, tu vois. Parce que quand tu as pas fait ça dans ta vie, c'est déjà un truc grand. Et quand tu n'as jamais été en montagne de ta vie, faire 8 km en montagne, c'est encore plus grand. Donc on a tous nos petits défis, on a tous nos petits trucs, on a tous nos petites croyances. Mais aimez-vous, aimez vos parents, aimez vos frères et sœurs. Voilà, c'est hyper dur pour moi de dire ça, mais c'est la vérité. Mais soyez aimants, quoi. Soyez aimants avec les gens. Ils vous le rendront et puis soyez passionnés. Même si j'ai dit que la passion, c'était destructeur. Et c'est que c'est qu'il faut être passionné, avoir la rage de vivre, de vaincre et de faire des choses. Et vaincre, c'est vaincre des fois vous-même. C'est pas vaincre les autres, c'est vaincre vous-même, vos peurs, vos craintes, vos difficultés. Et si tu rencontrais maintenant ton toi
de 5 ans, avec ton expérience de maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Exactement ce que je viens de dire. Je lui dirais exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire, tout est possible. Et il me dirait, putain, mais arrête de me dire ça, j'en ai marre. Parce que je suis comme ça. Parce que je dis toujours non avant de dire oui. Dans tout ce que je fais dans la vie. Je dis toujours non. Je suis toujours dans le combat parce que j'ai été éduqué comme ça. Mes entraîneurs, mes parents, je suis breton, sale con de breton, dur, caractériel. Mais au fond, je pense toujours oui. Je suis toujours oui, je suis toujours dans le oui, je vais toujours vers l'avant, tu vois. Et je lui dirais ça. Je lui dirais de croire que tout est possible. Tout est possible. Et je pourrais faire plein de choses. J'ai plein de frustrations, tu vois. Plein de trucs où je me dis, putain, Steven, là, tu pourrais, tu vois. Tu vois. L'autre fois, j'avais une copine comédienne et je lui disais ça. Je lui disais, mais à un moment de ma vie, j'ai failli faire une école de théâtre et aller plus loin là-dedans parce que j'avais envie de faire ça. Et pourquoi, elle me dit, pourquoi tu l'as pas fait? Je dis, parce que j'ai fait le choix de l'aventure. Oui, mais c'est encore possible. Et c'est vrai. Donc je le ferai, tu vois. Et il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. Donc je le ferai. Et ce môme-là, je lui dirais de faire encore plus de choses que j'ai fait. Et encore plus de choses très tôt. Et d'arrêter le vélo encore plus tôt que j'ai arrêté. D'arrêter le vélo de compétition et se barrer, quoi. Là, je vois plein de mômes qui, là, je les voyais sur le Tour du Mont Blanc, ou j'en ai vu partout dans le monde, au Népal, avec du mauvais matériel et tout. En fait, vous avez une génération, je ne sais pas quel âge tu as, mais la génération qui est en dessous de moi et encore en dessous, les mômes qui ont 20 ans aujourd'hui, entre 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais ils ont peur de rien, tu vois. Nous, génération 86, là, on avait peur de tout. On avait peur de tout, tu vois. On arrive à une époque, wow. Si on a eu la Coupe du Monde 98, c'était un truc de ouf, mais sinon, c'était waouh. Tout est devenu dur d'un coup, quoi. Bref, soyez fous et allez au bout de vos rêves. Il n'y a que ça qui compte, donc foncez, toujours foncez. Et justement, pour rebondir là-dessus, il y a tout le monde, pour moi, tout le monde a des rêves et des objectifs. Si peut-être qu'il y en a qui vont te dire, je sais pas quels sont mes objectifs à l'instant T, mais je crois sincèrement que si tu prends le temps d'y penser et de te retrouver avec toi-même, comme on l'a dit tout à l'heure, t'as d'office des envies. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment une minorité des gens, surtout dans notre société à nous. Bon, voilà, moi je suis belge, mais là je vis en France et je pense que c'est la même chose, France-Belgique là-dessus en tout cas. C'est que les gens, enfin, je sais pas, ils arrivent pas à se lancer. Je sais pas si c'est un manque de courage, si c'est la peur de pas réussir, si c'est peut-être la peur de réussir aussi, si Ouais, c'est parce que tu portes trop d'attention à ce que tes parents te disent, à ce que tes potes te disent, parce que souvent, quand tu as un objectif qui sort un peu du cadre, on va directement te dire, ouais, mais tu vas te planter, t'es sûr, tu vas tout perdre, tu vas pas gagner autant d'argent que ce qu'il en faudrait, etc. Qu'est-ce que toi, tu dirais à ces personnes-là pour justement arriver à s'écouter? mais en fait, l'important, c'est de se fixer quelque chose. C'est de se fixer, tu vois, en face de moi, il y a des montagnes. Tu vois, et je sais que cette montagne, je vais la gravir avant de repartir, machin. Mais en fait, cette image-là, c'est la vie. Et tu te fixes un point au loin, et sur le chemin, ça se trouve, je vais m'arrêter au village, ou je vais m'arrêter un peu plus haut, je vais m'arrêter à la première barre de montagne, parce que comme un abruti, je ne me rends pas compte que ça, c'est la 4e montagne. Mais tu le vois pas, tu vois, sur le coup. Et la vérité de la vie, c'est ça. C'est que, tu vois, quand je voulais traverser l'Himalaya, sur le chemin de tout ça, j'ai appris plein de choses. J'ai appris énormément de choses. J'ai fait des rencontres. J'ai voulu réaliser des documentaires. Et j'ai réussi à le faire. Et j'ai produit des trucs. Et j'ai produit du contenu. Tu vois. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens. Donc, sur ce chemin de ton rêve, putain, je veux apprendre le tir à l'arc. Putain, je veux apprendre, je veux faire du judo. Bah, du coup, tu vas te renforcer physiquement, tu vas te renforcer mentalement, tu vas avoir besoin de concentration. Tu vas apprendre une langue, bah, tu vas rencontrer des gens, parce qu'il y a des gens, tu vas faire des cours, et tu vas rencontrer soit ce prof, soit des gens qui veulent apprendre la même chose que toi. Et tu vas voir que tu vas rencontrer plein de gens. Je dis toujours ce truc, mais c'est le phénomène, je l'appelle le phénomène de la Ferrari rouge. Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir une Ferrari rouge. J'ai jamais eu le permis de conduire, donc ça n'est jamais arrivé. Mais du coup, tous les jours, je voyais que des Ferrari rouges. Et si je pensais à une Porsche, je voyais que des Porsche.
Et si je pense trail, je ne vois que des trailers. Et quand j'ai fait Vipassana, je n'ai rencontré que des gens qui avaient fait ou qui allaient faire Vipassana, les méditations silencieuses, tu vois. Et que des gens qui étaient dans la spiritualité. Et en ce moment, tu vois, je rencontre plein de gens qui sont dans la souplesse, le yoga, le machin. Et je me rends compte que j'en ai besoin, tu vois. Parce que c'est un moment de ma vie où j'ai besoin de m'assouplir. Je commence à vieillir. Bon, j'ai 38 ans, mais ça commence à taper quand même. Ça fait 30 ans que je fais du sport. Et ainsi de suite. Sur le chemin de mon objectif de l'UTMB, bah, j'ai rencontré une kiné, un préparateur physique. J'ai rencontré des gens qui font du trail plus fort que moi, plus vite que moi. J'ai découvert des paysages, j'ai découvert des endroits. J'ai appris à courir, j'ai testé des chaussures, j'ai testé du matos. J'ai voulu optimiser mon alimentation, ma boisson, mon truc, tu vois. Donc tous ces trucs-là, j'ai fait mes recherches. Et tout ça, c'est parce que j'avais un objectif. Donc, allez au bout si vous voulez, mais la vérité, c'est que fixez-vous des points et allez au bout de ce point. Et en tirant la ficelle jusqu'au truc, vous allez rencontrer plein de choses et plein de choses vont arriver à vous. Donc voilà, il faut avancer, faire un pas et tous les jours un petit pas vers ce goal, quoi. Que ce soit 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 24 heures, 10 jours, un mois, vous partez, vous changez de vie, mais faites vos trucs, quoi. Parce que c'est pas quand vous serez mort que vous allez dire, putain, t'imagines. Quand je rencontre des gens comme ça, je les regarde et j'ai envie de leur dire, oui, moi aussi. Ils me disent, putain, t'imagines, je me suis fait les croiser, mais franchement, j'aurais pu être footballeur professionnel. Ou moi, j'aurais dû passer pro en vélo. Ou lui, il était semi-pro en je sais pas quoi, semi-pro en je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais été pro en vélo. J'étais coureur cycliste élite. J'étais en première catégorie et en élite avant, parce que ça s'appelait élite. Ça s'arrête là. J'ai pas fait de carrière pro. J'ai gagné une course professionnelle classe continentale 2.2 autour du Loir-et-Cher. Et mon palmarès, je peux le dire de A à Z, parce qu'il est tout petit. Et tu crois que Teddy Riner, certainement, qu'il se souvient de ses combats quand il avait 12 ans. Mais au fond, ce qui compte, c'est aujourd'hui, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, t'imagines tout ce qu'il a accompli parce qu'il avait ce goal olympique. T'imagines tous les gens qu'il a rencontrés, tous les trucs qu'il a optimisés pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Parce que tu peux pas être une mauvaise personne fondamentalement en étant Teddy Riner. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est la même chose pour tout le monde. Quand tu te mets dans la difficulté, quand tu apprends des choses, tu deviens hyper humble parce que c'est hyper dur, quoi, tu vois. Donc voilà, foncez, amusez-vous. C'est ce qui compte dans la vie. J'ai l'impression aussi qu'on nous dit trop, on nous parle de confort, on parle de sécurité financière, etc. Mais est-ce que bah, toi, tu as un peu l'exemple, tu pars en aventure, tu pars entre guillemets juste avec un vélo, deux, trois sacs. En fait, c'est quoi ta relation avec tout ce qui est matériel, financier? Bah, moi, je m'en fous. Moi, aujourd'hui, par exemple, tu vois, j'ai passé 5 ou 6 années à avoir des sponsors pour financer mes rêves et mes aventures. Pas pour acheter des appartements et des voitures, tu vois. Et j'aurais peut-être dû, j'en sais rien. J'ai pas de jugement de valeur, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Si tu as envie d'avoir une bagnole à 1 million d'euros, c'est OK. Mais j'ai fait ça parce que l'aventure, elle me faisait rêver, elle me rendait heureux, tu vois. Est-ce que ça me ferait rêver d'avoir une Lamborghini? Je crois pas. Donc, j'ai fait des choix et j'ai fait des choses qui m'ont permis aujourd'hui de me dire, bah, ça me rend heureux, quoi. Et est-ce que ça me ferait kiffer? J'ai déjà essayé hein, d'avoir des chaussures à 500 balles, d'avoir des machins à 1000 euros, une veste à 1000 euros, 1500 euros. Je me suis pas senti beaucoup plus fort, tu vois. Et ce que j'aime dans la vie, c'est être fort, être apaisé, être heureux. Donc, mon rapport à ça, c'est ça. C'est comme la bouffe, en fait. Je dis toujours, en fait, tu es un véhicule, il faut mettre la bonne essence dedans. Des fois, je mets la mauvaise essence, mais je le sais. Tu vois, je mange des desserts, je fais des conneries, je dors pas. Donc, voilà, mon véhicule, il marche simplement bien. Et je l'assume. Mais la vie, c'est pareil. Tu as des choix, tu as des rêves. Bah, va au bout, quoi. Mais après, il faut assumer, quoi. Faut assumer parce que quand tu es dans le superficiel constamment, faut voir combien de temps ça t'épanouit parce que c'est sans limite. Tu vois, c'est sans limite le superficiel. Après, chacun ses goals, chacun son truc, chacun ses rêves, tu vois. Il y a des choses que je comprends pas, hein, plein de choses dans la vie. Hein. Quand je vois des habits, des fringues à 100 000 euros, tu vois, ok.
Et comme quand je vois un footballeur qui gagne, je sais pas, 500 000 euros par mois, ok, tu fais quoi avec Mais lui, il trouve des moyens de faire des choses avec, puisque tu t'adaptes toujours quoi, à ce que tu as. Mais mon rapport à ça, il est comme ça. Tu vois, en fait, j'ai toujours privilégié limite économiser de l'argent, même si je préférais dire gagner de l'argent pour payer mes voyages ou mes aventures, que, que capitaliser. Tu vois, j'ai du mal à ça, capitaliser et puis me dire, oh là là, je vais pouvoir avoir cette maison. J'ai jamais été trop comme ça. Ça viendra peut-être, hein, mais je m'en fous. Tu vois, là, j'essaie de m'acheter un bien pour pouvoir vivre, tu vois, un endroit qui sera mon camp de base. Mais c'est pas pour posséder, c'est juste pour avoir un chez moi en fait. Dire, quand je pose mes valises, je mets mes 12 vélos, je me dis waouh, putain, c'est bon, on est arrivé, mec. Putain, on a mis du temps à y arriver, mais on est là. Parce que là, je suis un peu un troubadour depuis, j'ai l'impression depuis toujours en fait. Depuis que j'ai 18 ans, depuis sport-études, j'ai l'impression d'avoir jamais été vraiment stable, tu vois. Je suis jamais resté plus d'un an, 2 ans dans le même endroit. Et je fais que gigoter, quoi. Donc là, je vieillis, il faut que je me pose. J'aurai bientôt ma canne et tout, donc. Pas si vite, pas si vite. Mm. Est-ce que tu as une phrase qui t'a accompagné ou qui t'accompagne encore aujourd'hui et dans ta vie? Bah, une phrase que j'ai écrite, je sais pas si elle est écrite sur ma casquette en gros, mais elle est écrite là. C'est start with legs, finish with mental. C'est start with. Tu commences avec tes jambes. Start with legs, start with legs. Finish with mental, c'est ce que j'ai mis sur toutes les casquettes, les t-shirts de ma marque qui s'appelle Finisher. Mais l'idée, elle est simple, c'est d'aller au bout des choses, quoi. C'est qu'on commence toujours avec les jambes ou avec quelque chose et on finit toujours avec le mental, quoi. Donc, faut jamais rien lâcher dans la vie. Et si on lâche, c'est pas grave, mais on recommence, on réessaie, on a le droit d'échouer, on a le droit de se rater, mais faut jamais rien lâcher dans la vie parce que il y a toujours des choses qui s'ouvrent et voilà. Donc c'est ça ma phrase. Après, j'en ai des millions de trucs, tu vois. Tu vois, je me rappelle dans ma chambre, mais je crois que c'est toujours au-dessus de mon lit d'enfant. Il y avait le sens de la vie, c'est justement de s'amuser avec la vie. Tu vois, j'avais marqué ça et tous les jours, je regardais ça et voilà quoi, tu vois. J'avais plein de trucs, des trucs de Mohamed Ali, j'avais toujours des punchlines, mais ça, c'est toujours, toujours, toujours porté sur le mental, ce que tu veux. Et le jouer avec la vie, c'est juste pour dire c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave de se rater. C'est pas grave de se manquer. Mon premier ostéopathe, il m'avait dit ça un jour. Il m'avait dit, mais pourquoi tu te mets la pression? T'as 12 ans, Steven, t'as 12 ans. Il en riait, en fait. Et je disais, mais je veux être le meilleur. Et il me dit, Steven, putain, je te le redis, t'as 12 ans. Et là, il faut que tu t'apprennes à te mettre un nez rouge et à rigoler, en fait. Et maintenant, j'ai pris ça à fond parce que je rigole beaucoup de ce que je fais, même si des fois je suis pas drôle parce que je suis hyper concentré sur ce que je fais et obsédé, obsessionnel même. Mais ouais, l'important c'est de faire et rigoler, c'est hyper important, tu vois. Et de tu vois, se dire c'est pas grave de se rater, de tomber, de se louper, quoi. Et j'ai plus peur de tomber. J'ai plus peur de me rater et puis de pas être bon. Mais demain, j'ai envie d'être un peu meilleur qu'hier. Voilà. Et c'est un peu en lien avec tout le podcast d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que, avec toutes les expériences que tu as prises jusqu'à maintenant, qu'est-ce que la vie a pu t'apprendre et que tu aimerais un peu transmettre aux gens? Bah, tout ce que je viens de dire pendant 1h26. Non, c'est que tout est possible. Tout est possible dans la vie. Ça y est, moi, j'étais un petit môme de la Courneuve dans le 93, conçu en Bretagne, dans le centre Bretagne, avec des parents qui gagnaient pas forcément super bien leur vie. Je viens d'une classe populaire, tout ce qu'il y a de plus normal. Après, mon père, il a eu des ambitions, il a réalisé des trucs.
Mais la vérité, c'est que c'était des gens tout à fait normaux, qui avaient des mots tout à fait normaux à mon égard et qui m'ont toujours appris à être humble, appris à respecter les gens, appris à travailler, 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 travailler. Donc c'est ça la vérité de tout, c'est qu'avec le travail, on arrive à tout et voilà, l'important dans la vie, c'est d'aller au bout, quoi. Et croyez en vous, toujours, toujours, toujours. C'est pas grave, franchement, il y a rien qui est grave. Voilà. Et maintenant, pour finir, je te laisse le mot de la fin. Et ben c'était ça mon mot de la fin, d'aller au bout des choses, de croire en la vie, de croire que demain, ce sera meilleur qu'aujourd'hui. Si vous passez des moments difficiles, sachez qu'il y aura toujours un jour meilleur, il y aura toujours de la lumière au bout du tunnel, il y aura toujours un moment ensoleillé dans votre journée, dans votre vie, il y a toujours des choses incroyables qui vont se passer. Même si vous traversez un moment extraordinairement difficile, même si vous croyez que personne ne vous comprend, que personne n'a jamais vécu ça, je vous promets que tout le monde a déjà vécu ça. Tout le monde a déjà souffert. Si vous êtes malade, si vous êtes en difficulté, si vous êtes blessé, si vous avez des problèmes au boulot, en famille, en machin, si vous vous séparez, on peut toujours redémarrer. On peut toujours redémarrer, toujours faire des choses. Que vous ayez un handicap, que vous ayez n'importe quoi, vous pouvez toujours faire. C'est facile de dire ça de mon côté, mais c'est la vérité. C'est toujours la vérité, je vous promets. Tout est possible dans la vie. Voilà.